100 millions de lecteurs à travers le monde, 5 best-sellers et autant de films à succès. Paris brûle-t-il, bien sûr, en 1961. Dominique Lapierre, Larry Collins sont de retour ensemble. Un ouvrage événement, le premier, 24 ans de séparation. Ça s'appelle New York brûle-t-il, Dominique Lapierre. C'est un thriller qui nous emmène finalement au cœur d'une actualité qui pourrait faire frémir. C'est un roman qui nous a été inspiré naturellement par la tragédie du 11 septembre. Et comme vous l'avez dit, après 24 ans de séparation, Larry et moi, nous avions envie d'écrire de nouveau ensemble. Et nous avons fait une enquête mondiale pour savoir la chose suivante. Est-ce que Ben Laden pourrait aller encore plus loin que de détruire les tours du World Center et introduire, par exemple, une bombe atomique dans la ville de New York? À partir de ce scénario, je dirais, de fiction, nous avons fait une enquête dans tous les pays pour savoir si ce serait possible. Et ce que nous avons découvert ce sont vraiment des révélations extraordinaires. D'abord, que oui, Ben Laden pourrait se procurer une bombe atomique, car il existe aujourd'hui, dans un pays qui s'appelle le Pakistan, plus de 50 bombes dans un arsenal nucléaire qui n'est pas seulement à la disposition du Pakistan, mais à la disposition de l'islam. Et cet arsenal nucléaire est gardé par des officiers pakistanais dont beaucoup sont infiltrés par des fondamentalistes extrémistes. Et on pourrait tout à fait concevoir que Ben Laden, qui a rencontré 2 fois à Kaboul le père de la bombe atomique pakistanaise, Abdul Qader Khan, pourrait se procurer cette bombe. Pourrait-il l'introduire dans New York? C'est l'histoire du livre. Alors, Larry Collins, vous êtes l'Américain dans cette aventure à 80 d'amitié qui est née avec Dominique Lapierre. Vous êtes rencontré au service militaire, je disais, des succès phénoménaux. Et là, aujourd'hui, vous allez toucher quelque chose d'extrêmement sensible. On vient d'entendre Dominique Lapierre le dire. On est finalement dans la fiction, mais ça pourrait arriver. Hélas, c'est tout à fait vrai. Quand Dominique disait est-ce que Ben Laden, s'il avait procuré une bombe atomique à Pakistan, pouvait le faire infiltrer aux États-Unis, alors on a fait des enquêtes très profondes à ce sujet. Vous savez qu'il y a tous les jours 20 000 containers de cargo qui arrivent aux États-Unis, 5 000 un peu plus dans le port Elizabeth de New York, et seulement 2% de ces containers sont sérieusement cherchés pour voir s'il y a dedans le contrebande de la drogue ou éventuellement une bombe atomique. Nous avons dépensé 87 billions de dollars pour faire la guerre contre l'Irak. Pour protéger la sécurité de nos ports, l'année dernière, on a dépensé 46 millions. Ouais. 87 milliards de dollars pour la guerre en Irak. Ça veut dire quoi? Que l'Amérique est totalement à côté de la réalité du danger qui la menace? Non. Ça veut dire que le problème est immense et que ce qu'on nous raconte souvent, ce sont des balivernes. L'autre jour, le président Bush a fait un discours devant un parterre vraiment d'excellence extraordinaire pour dire que le plus grand danger aujourd'hui pour un pays comme l'Amérique, mais aussi pour l'Occident, ce serait que des terroristes, justement, puissent introduire dans une ville américaine une bombe atomique. Et comme le dit Larry, 5000 containers qui arrivent tous les jours dans le port de New York, car c'est aujourd'hui comme cela que se fait le commerce international, dont à peine une centaine sont contrôlés. Nous avons découvert, par exemple, qu'au lendemain du 11 septembre, les savants américains avaient mis au point un petit gadget de détection de radiation qu'ils ont mis à toutes les entrées de New York, dans les tunnels, au péage, sur les ponts, pour essayer de détecter l'arrivée d'un engin nucléaire. Eh bien, au bout de quelques mois, ils ont dû arrêter ces petits gadgets parce que pendant 7 mois, plus de 70 000 fausses alarmes s'étaient produites, c'est-à-dire que tous les gens qui sortaient d'un hôpital après avoir eu une radiothérapie ou une chimiothérapie pour un cancer faisaient sonner
ces petites alarmes. C'est vous dire à quel point c'est difficile aujourd'hui de protéger une grande ville. Alors, vous avez rencontré 300 personnalités les plus éminentes, des personnalités donc, qui sont dans ce livre, hein, dans ce roman fiction, et vous êtes allé sur place, alors, notamment au Tadjikistan, oui. vous êtes partagé le travail aux États-Unis, et puis évidemment au Proche-Orient. Vous avez l'impression que là, tout pourrait partir finalement de la situation actuelle au Proche-Orient. Hélas, je crois que c'est absolument vrai. Ce que nous avons cherché de faire dans New York Brut, c'est de prendre nos lecteurs et de les mettre dans l'action eux-mêmes. Par exemple, on prend le lecteur et on lui met à la côté du président Bush dans la Maison Blanche. On lui met dans un caveau dans le Waziristan avec Osama Bin Laden, pour que le lecteur ait le sens qu'il vit cette aventure lui-même. Ouais. Et tout peut partir du Proche-Orient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation dans les territoires occupés, parce que là, vous imaginez une sorte de chantage des terroristes. Oui, absolument, c'est une chose nouvelle que nous avons imaginée pour notre livre. C'est-à-dire que ce n'est pas un scénario uniquement de faire un acte de terreur terroriste, mais c'est aussi un acte de chantage nucléaire. Les terroristes qui mettent cette bombe dans New York brûle-t-il, écrivent une lettre au président des États-Unis. Ils lui disent, si dans 5 jours, vous n'avez pas obtenu que vos alliés israéliens obligent tous les colons qui occupent les territoires occupés de 1967 à évacuer ces terres palestiniennes, nous ferons dans 5 jours exploser la bombe. C'est donc un acte terroriste pour une rétribution, pour une revendication. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 jours? C'est l'histoire de New York brûle-t-il. Oui, alors évidemment, c'est tout à fait passionnant, c'est un véritable thriller. Et est-ce qu'il y a finalement une solution? Parce qu'en fait, votre livre, c'est une sorte de cri d'alarme qui dit attention, le danger est là, ou on se trompe peut-être de cible. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, il y a dans un sens 2 solutions. La première, c'est humaine. Dans New York brûle-t-il, New York est sauvé finalement par 2 personnes. Le premier, c'est un flic, un détective de la ville de New York qui sait comment retrouver cette bombe. Et le deuxième, c'est une femme, dans un sens que j'avais rencontré à Washington, qui a 35 ans, 2 jeunes enfants, un physiciste nucléaire qui appartient à quelque chose qui s'appelle le NEST, Nuclear Explosive Search Teams. Et s'il y a une lettre telle que celui-là qu'on pose dans New York brûle-t-il, elle serait appelée comme un volontaire d'aller le trouver, et une fois qu'on l'a trouvé, d'entreprendre la tâche extrêmement dangereuse et difficile de la désamorcer. Une tâche dans laquelle elle peut mourir avec 1 million de New-Yorkais. Et elle m'avait dit, je verrai devant moi, pas la bombe, mais les images de mes 2 enfants, que peut-être je ne verrai plus jamais. C'est une aventure humaine qui fait évidemment penser parce que c'est ça qui est intéressant. Au 11 septembre, au courage des pompiers, à la population. Oui, c'est que finalement, bon, malgré toute la technologie dont on peut disposer aujourd'hui dans notre monde occidental, ce sera un homme et une femme tout simples sur le terrain qui vont essayer de résoudre ce problème, d'une part en trouvant cette bombe cachée dans cette ville énorme, pleine de gratte-ciel de New York, et cette femme qui va venir pour la désamorcer. Et ça, pour nous, ça a été extraordinaire de raconter cette histoire humaine qui fait que les plus grands problèmes, les plus grands dangers peuvent parfois être résolus par des gens tout simples. Et alors, la racine du mal, parce qu'évidemment, il y a le terrorisme qui est là aujourd'hui, il y a la situation conflictuelle au Proche-Orient, tout ça, on voit bien dans l'actualité au quotidien qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc, on a l'impression que la menace est toujours plus grande. Absolument. Une des choses que nous avions espéré à faire avec New York brûle-t-il, c'est d'abord de donner un cri d'alerte aux dirigeants de la sécurité. Faites attention, ça peut arriver. Mais deuxièmement, et surtout, de mettre dans l'oreille de gens comme le président Bush ou M. Chirac la nécessité de faire quelque chose de sérieux pour résoudre le problème palestinien-israélien. Nous ne sommes pas aussi naïfs à prétendre qu'une résolution juste et équitable de ce problème mettra fin à l'extrémisme islamique. Mais croyez-moi, ça serait un grand pas dans la bonne direction. Ouais.
Dominique Lapierre, évidemment, c'est Eh bien un oui, livre et qui puis, peut faire on œuvre s'aperçoit utile. une chose, moi je suis très investi dans le tiers-monde. Depuis 24 ans, j'ai toute une action humanitaire en Inde avec le profit des droits d'auteur de mes livres. Et je La sais Cité aussi de la Joie, la en Cité de la particulier, Joie en portée au particulier, cinéma, oui. qui nous a permis, ma femme et moi, de guérir 1 million de tuberculeux, de sauver 9000 enfants dans les bidonvilles de lépreux de Calcutta, de creuser 540 puits. Aujourd'hui, nous avons 4 bateaux hôpitaux dans le delta du Gange, vraiment le bout du monde. Et donc, moi, je sais ce que c'est. J'ai appris à savoir ce qu'était la pauvreté, et que la pauvreté peut être aussi à l'origine du terrorisme. Car si vous visitez un de ces camps de réfugiés palestiniens, où des gens croupissent maintenant depuis presque 50 ans, vous comprenez qu'il n'est pas difficile de trouver une génération de kamikazes pour aller se faire sauter avec de la dynamite sur les cibles choisies. Donc il faut aussi résoudre ce problème de pauvreté dans le reste du monde. Larry Collins, encore un mot, parce qu'il y a cette amitié avec Dominique Lapierre. Vos deux noms sont associés, je disais, 100 millions de lecteurs à travers le monde. Paris brûle-t-il en 64, où tu porteras mon deuil, Ô Jérusalem, Cette nuit la liberté, Le 5e cavalier. Tout ça traduit de multiples éditions planétaires. Le journalisme d'investigation, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette sorte-là de journalisme, vous avez dirigé Bureau parisien de Newsweek pendant la guerre d'Algérie, vous savez ce que c'était finalement que le courage de dire les choses. Ce journalisme-là, aujourd'hui, ça manque? Non, pas du tout. Je crois que c'est tout à fait présent. C'est plutôt présent maintenant dans la télévision que dans les magazines tels que Newsweek ou Time. Mais Dominique et moi, on était formés dans un certain sens dans la même école journaliste d'après la Deuxième Guerre mondiale. Dominique à Match et moi à Newsweek. Et on avait pris une passion pour ce journalisme, l'idée de prendre le lecteur et de lui mettre à l'intérieur de l'événement, et de lui faire vivre avec vos paroles et vos paragraphes l'action qui se passe. Et on va bientôt commémorer l'anniversaire du débarquement. Ça va être encore l'occasion. Et de la libération de Paris. Voilà, et de la libération de Paris. Merci Dominique Lapierre et Larry Collins. New York brûle-t-il? Donc c'est votre nouveau roman événement après 25 ans après Le 5e cavalier qui date de 1980, dernier best-seller, c'est publié chez Robert Laffont, c'est un livre passionnant, instructif et qui va faire couler beaucoup l'encre. Merci d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est nous qui vous remercions. Thank you.